Bonjour, bienvenue sur DigiSchool pour cette correction du bac de sciences en première ES et L. Alors, du coup, la première partie portait sur le thème de nourrir l'humanité et comme d'habitude, c'était un petit commentaire composé à faire à partir des documents et à partir de vos connaissances. Donc, le premier document traitait des étapes de la réalisation de la confiture de framboise parce que c'était de ça que le sujet traitait. Comment bien la conserver. Donc moi dans mon corrigé j'ai préféré commencer par traiter le document 2. Du coup j'y reviendrai juste après. Parce que je trouve qu'il permet de mieux comprendre le document 1. Enfin le pourquoi du comment. Donc dans le document 2, on vous parlait des micro-organismes et des conditions plus ou moins favorables à leur développement. Donc soit les conditions propices, soit les températures à laquelle ils étaient détruits. On vous apprend qu'ils sont présents de partout, dans l'environnement, sur la peau, sur les aliments et même sur vos assiettes et votre vaisselle que vous rangez propre dans votre placard, il y en a toujours. Vous comprendrez pourquoi je dis ça par rapport au document 1. On vous apprend également en bas du document ce que c'est qu'un spore. Un spore, c'est une sorte de micro-organisme qui se met en mode hibernation, c'est-à-dire qu'il devient plus résistant aux conditions peu propices à son développement. Et si jamais les conditions redeviennent favorables, là il se réactive entre guillemets et du coup il peut recommencer à devenir pathogène. Et en général du coup c'est des formes qui sont plus résistantes. Donc dans le tableau, on vous présente d'abord les températures auxquelles les levures et moisissures se développent le mieux, donc de 12 à 40 degrés, donc à température ambiante. Les bactéries de 0 à 75 degrés, donc à température ambiante aussi. Et les températures de destruction, donc pour les levures et moisissures à partir de 60 degrés, voire 80 pour les spores. Ça veut dire que si on porte quelque chose à ébullition à 100 degrés, on détruit toutes les levures, moisissures ainsi que leurs spores. Donc on est tranquille. Pour les bactéries, c'est à partir de 70 degrés que les bactéries sont détruites, mais sous forme de spores, comme on sait que c'est plus résistant, du coup, ça va jusqu'à 120 degrés. Ça veut dire que si vous chauffez des aliments à 100 degrés, il persiste toujours quelques spores bactériennes. Maintenant qu'on sait ça, et qu'on a bien analysé le document 2, on va s'attaquer au document 1. Du coup, il y avait 5 étapes. La première, c'était de stériliser des pots dans de l'eau bouillante. Comme on l'a dit, les bactéries pathogènes et les levures et moisissures sont présentes un petit peu partout, même si vous avez bien lavé vos pots avant de les ranger dans le placard. Donc, c'est nécessaire de les repasser dans l'eau bouillante afin de détruire les levures et moisissures et les bactéries. Évidemment, à cette température, il peut y avoir des spores qui résistent, mais on verra plus tard que ce n'est pas forcément un problème pour la conservation. On les laisse sécher sur un torchon propre sans spécialement les manipuler. Ça permet d'éviter de disséminer les agents pathogènes qui étaient sur le torchon par exemple. Pendant le temps que ça sèche, on pèse 1 kg de framboise et on enlève tous les fruits qui sont pourris ou moisis. En fait, plus ce qu'on appelle l'inoculum de départ, c'est-à-dire le nombre de bactéries initiales est élevé, plus le risque que ça périme vite est important. Parce que la prolifération dépend de la quantité de bactéries initiales. Donc il faut mieux mettre que des fruits sains parce que les fruits pourris ou moisis sont ceux qui ont le plus de bactéries à leur surface et c'est en général pas récupérable, il faut éliminer le fruit pourri. Troisième étape, on rajoute du sucre, on va voir plus tard pourquoi c'est important dans le dernier document. Et ensuite on porte à ébullition. Donc on nous apprend bien que la température avoisine les 100 degrés, donc si on met ça en corrélation avec le document 2, ça veut bien dire qu'on va détruire quasiment tout, sauf éventuellement les spores bactériennes qui résistent jusqu'à 120 degrés. À l'étape 4, on nous précise qu'il faut bien remplir les pots à ras-bord. En effet, pour se développer, les bactéries ont besoin, comme nous, d'un environnement propice, donc il faut qu'il y ait de l'air. Et en plus, l'air entraîne l'oxydation des aliments. Donc, ça avait deux bonnes raisons d'éviter qu'il y ait de l'air dans le pot, donc on le remplit au maximum. Et à l'étape 5, on les retourne. Vous avez sûrement vu vos grands-mères faire ça un jour. On fait ça pour créer un vide dans le pot, parce qu'en refroidissant, l'air chaud qui prenait plein de place se rétracte et du coup ça crée une sorte de vide dans le pot et du coup ça réduit l'exposition à l'air. Donc pour les mêmes raisons qu'à l'étape 4, c'est mieux de les retourner une fois qu'on a terminé. Ainsi, on nous explique que ça peut être conservé plusieurs mois à température ambiante. En général dans la cave. Par contre, après ouverture, il faut bien les mettre au frigo. On verra dans la conclusion pourquoi c'est important. Du coup, si on s'attaque ensuite au dernier document, le numéro 3, qui nous apprenait des choses sur l'activité de l'eau.
En fait, la confiture n'est pas un aliment sec, ça n'a pas été desséché, donc on pourrait s'attendre à ce qu'on considère qu'il y a plein d'eau dedans qui pourrait être favorable au développement des micro-organismes. En fait, il y a eau et eau, c'est-à-dire qu'il y a l'eau qui est effectivement dans la confiture et il y a l'eau qui est disponible pour les bactéries. En fait, c'est ce qu'on appelle l'activité de l'eau. Comme on vous l'explique, ça ne doit pas être confondu avec l'humidité de l'aliment. Ensuite, on vous explique dans cette phrase qui était importante sur le sucre. Le sucre qui est une molécule qui a tendance à attirer l'eau par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, pas entièrement, vous voyez que l'eau va remonter à l'intérieur. C'est la capillarité. Et du coup, ça entraîne le fait que quand on met beaucoup de sucre dans une préparation, l'eau est peu disponible pour les micro-organismes parce qu'elle est déjà captée par le sucre. C'est pourquoi dans le document 3A, on voit bien la différence entre des framboises fraîches qu'on achèterait au marché et qu'on conserverait au réfrigérateur qui vont vite pourrir parce que quasiment toute l'eau est disponible, voire toute l'eau, c'est-à-dire de 95% à 100% de l'eau. Si on se fie à la valeur du AW, donc Activity Water en anglais. Pour la confiture, on a rajouté pas mal de sucre, donc une bonne quantité d'eau qui était disponible dans les fruits frais ne l'est plus parce qu'elle est captée par le sucre et du coup elle est plus disponible. Donc il n'y a plus que 75% à 80% de l'eau qui est disponible. Étant donné que les micro-organismes ont besoin d'eau pour se développer, ça veut dire que dans la confiture, l'environnement est moins propice au développement. Pour les framboises lyophilisées, là c'est encore différent. Quelque chose qui est lyophilisé, ça veut dire qu'on a retiré toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. En général, on fait ça pour conserver les aliments, par exemple. Donc on les lyophilise, on les transforme en poudre ou en quelque chose de sans eau, ce qui fait que l'eau disponible est autour de 20%, ce qui est très faible et qui permet de limiter, voire stopper la progression des micro-organismes. On y voit bien en corrélation dans le dernier document qui nous présentait le lien entre l'activité de l'eau et la vitesse de développement des micro-organismes. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Plus l'eau active et disponible est importante, c'est-à-dire plus le coefficient est proche de 1, plus la vitesse de développement va être rapide. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit ici. Plus on va vers des valeurs hautes d'activité de l'eau, plus on va vers des valeurs hautes de vitesse. Donc, quand on diminue l'activité de l'eau, on diminue la vitesse de développement. Donc, en synthèse, ce qu'on pouvait dire par rapport au document 1, c'est qu'on ajoute 1 kg de sucre. Donc, par rapport à ce document, on ajoute plein de sucre qui rend l'eau moins disponible, donc qui permet une meilleure conservation. Donc, il y avait 3 choses dans la préparation des confitures qui fait qu'on peut les conserver à température ambiante. C'est d'abord qu'on élimine pendant la préparation la majorité des micro-organismes, stérilisation des pots, et on porte la préparation à ébullition. Ensuite, on réduit l'air disponible pour éviter l'oxydation et éviter d'avoir des conditions trop favorables au développement des bactéries, donc en remplissant les pots à bord et en les retournant. Et en plus, en ajoutant 1 kg de sucre, on diminue l'activité de l'eau. Tous ces facteurs réunis font que même à température ambiante, les bactéries ne vont pas pouvoir se développer. Et que même s'il restait quelques spores bactériennes qui ont résisté jusqu'à 120 degrés, le fait qu'il y ait plus d'air et peu d'eau disponible sont des conditions physico-chimiques peu favorables. Donc normalement, elles ne vont pas se réactiver. C'est pour ça que ça peut se garder des années sans qu'on ait à les mettre au frigo. Du moment où vous les ouvrez pour les consommer, vous faites rentrer de l'air, vous faites rentrer des micro-organismes. Donc en fait, tout ce que vous avez fait pour la conservation est un petit peu perdu. Donc à partir du moment où vous avez entamé le pot, vous êtes obligé de les remettre au réfrigérateur parce que plus la température est basse, moins les bactéries vont se multiplier rapidement. Voilà, je pense que c'était l'essentiel pour cette partie. On a quelques questions. Si Ouais. ça t'embête pas. Hop, je reviens au début. Scorpio qui me dit bonjour, après avoir regardé le corrigé, je me rends compte que j'ai presque tout juste, mais j'ai pas décrit tous les documents un par un. Est-ce que c'est grave? Il s'en est juste servi dans ses réponses. Est-ce qu'il fallait faire un point pour décrire? En général, en sciences, on aime bien d'abord, donc la question qu'on me posait, c'est est-ce qu'il faut décrire les documents un par un? On aime bien décrire les documents, c'est-à-dire un petit peu répéter ce qu'il y a sur le sujet. Alors ça peut paraître bête, mais la base du raisonnement scientifique, c'est l'observation d'un phénomène et ensuite on en tire des hypothèses et des raisonnements, puis on fait des liens et on en tire une conclusion. Donc c'est pas forcément pénalisant, ça ne veut pas dire que les points ne seront pas là pour la réponse qui a été apportée. Par contre, c'est quand même mieux de décrire les documents. Ok. On a
Florent sur Facebook qui nous dit quoi, la confiture de framboise n'était pas à 0,20 AW, c'est Ouais, l'activité de l'eau. l'activité de l'eau. Mais alors, si elle est à 0,7, 0,8, la vitesse des micro-organismes est rapide. En fait, un lyophilisa, c'est quelque chose dont on a retiré toute l'eau. Par exemple, c'est la même chose quand vous achetez des médicaments qu'on appelle lyoc. En fait, ça veut dire lyophilisa, ça veut dire qu'on a enlevé toute l'eau. Généralement, ces médicaments, dès qu'on les pose sur la langue, pouf, ils se remplissent d'eau et ils se dissolvent. Donc, ce n'est pas du tout le cas d'une confiture, hein. Vous avez bien remarqué, quand vous mettez une cuillère de confiture dans votre bouche, ça n'avait pas le même effet que quand vous mettez un comprimé lyoc. Donc, en fait, l'eau n'est toujours présente et active, mais on en enlève quand même 20% d'activité. Donc, ce qui est quand même un cinquième, donc c'est pas négligeable et ça participe à la bonne conservation. Super, et bien écoute, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, la deuxième partie qui parlait du défi énergétique. Hop. Voilà. Nous parlait du puits canadien. Donc, le puits canadien, du coup, c'est un système, donc je fais comme tout à l'heure, hein, je vous présente d'abord les documents, qui permet de réguler la température à l'intérieur d'une maison de manière plus écologique en essayant de faire des économies d'énergie. Donc comment ça fonctionne? En fait, on s'est rendu compte que la température dans un sol à quelques mètres de profondeur était relativement stable au cours de l'année, aux alentours du coup de 12 degrés. Alors que l'air extérieur, lui, varie en fonction des saisons, de moins 20 à 35 degrés. Donc, le principe simplifié qui vous a été expliqué, c'est que l'air qui est à l'extérieur va varier de température. Par contre, la température du sol, elle reste stable. Donc en fait, le concept du puits, c'est d'aller prendre l'air qui est à température variable, puis de le faire descendre dans le tuyau. Et en parcourant le tuyau sur une trentaine de mètres à peu près, il va y avoir des échanges énergétiques entre l'air et le sol. Ce qui fait que quand il arrive ici, il est environ à 11 degrés. Alors que ici, il est de température variable. Donc c'est un système qui permet d'éviter d'avoir à fournir de l'énergie électrique ou du gaz pour une chaudière à gaz pour modifier la température de l'air. Dans le document 1B, on nous parlait des mesures de précaution à prendre. En réalité, il existe un risque par rapport au radon, qui est un gaz du coup dont on va parler dans le document d'après, qui implique que l'étanchéité du système doit être bien contrôlée. Donc c'est pour ça qu'on installe un regard en général pour permettre de vérifier l'étanchéité et l'intégrité du système. Une fois que l'air arrive ici à 11 degrés, il y a un système de VMC qui fait que l'air peut être redistribué dans toute la maison. Et surtout, si on est en 11 degrés nous paraît trop froid, on peut le chauffer quand même, mais de 11 degrés à la température idéale, donc par exemple 19 degrés. Ce qui fait qu'on a seulement 8 degrés à parcourir, alors que si par exemple on voulait chauffer de l'air directement de l'extérieur, il faudrait qu'on aille par exemple de moins 20, moins 10 ou 0 degrés jusqu'à 19 degrés. Donc on voit bien que déjà on a un moins grand chemin à parcourir en termes de degrés et qu'il est probable qu'on fasse des économies, ce qu'on va confirmer dans les questions. Dans le document 2, du coup, on nous parle du fameux radon. Donc le radon, qui est un gaz radioactif qui est présent naturellement, en général dans les vieilles caves, parce que c'est enterré dans le sol, parce que c'est un gaz qui est présent dans le sol, qui est radioactif, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer. Une molécule radioactive, c'est une molécule qui est instable parce que soit elle est trop lourde, soit pas assez. En l'occurrence, là, c'est qu'il est trop lourd, du coup, il essaye de larguer un petit peu des protons. Et il est tellement lourd qu'il va en larguer deux d'un coup, donc ça va faire ce qu'on appelle un noyau d'hélium, donc un rayonnement alpha. Ce rayonnement, une fois qu'il est émis, il circule dans l'air. Même s'il est arrêté par une simple feuille de papier, en fait, si l'air est diffusé dans toute la maison, il n'y a rien pour arrêter, donc ça veut dire que ça va être au contact de la peau et des individus qui habitent la maison. Donc ça peut être cancérigène. Le document 2B nous parlait de la courbe de décroissance radioactive du radon. C'est-à-dire qu'on a le temps en jours et le nombre de noyaux en unité arbitraire, donc vu que c'est un simple nombre, et on voit qu'au cours du temps, le nombre de noyaux décroît. Bon, normalement, spontanément, quand vous voyez ce genre de graphique, il faut penser à calculer une demi-vie. Sans regarder les questions, c'était évident qu'on allait vous la demander, et effectivement, c'était le cas. Hop.
je vais pas aller dans le bon sens. Donc la question 1 vous demandait d'identifier la réponse qui correspondait à la désintégration du radon. Donc la proposition A, c'est la bonne. Vous avez du radon tout seul, qui est un atome instable, qui se désintègre en 2 atomes. C'est bien la définition d'une désintégration. On a un atome qui en devient 2. En l'occurrence, il se transforme en polonium 84 et en hélium 2. La proposition B, c'était l'uranium qui se désintégrait en radon, hélium, plus des rayonnements. Et la proposition C, c'était du radon plus de l'hélium qui fusionnait en un autre atome. Donc ce n'était pas du tout une désintégration. Donc c'était bien la réponse A qui était juste. La question 2, évidemment, vous parlez de la demi-vie. Comme je vous l'ai dit, vous avez une courbe de décroissance radioactive, donc ça veut dire qu'il y a une demi-vie qui va devoir être calculée en général. C'est ce qu'on vous demande. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour une quantité d'atomes pour être divisé par 2. C'est-à-dire que si vous avez 400 atomes au départ, ce qui était le cas dans ce document, ça c'était à t égale 0. Donc initialement, on a 400 noyaux. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que ça se divise de moitié. Donc on fait 400 divisé par 2, ça fait 200. Et après, il suffit de lire en face de 200 quel est le temps. Donc on se met sur 200, on rejoint la courbe et on descend. On arrive ici, on voit que là on a 10, donc ça veut dire que un petit carreau, c'est 2. 2, 4, 6, 8, 10. Donc en fait, on est à 4 jours. Donc la réponse, c'était que la demi-vie était de 4 jours. Hop, pour la question 3, du coup là on attaquait vraiment le sujet de l'économie d'énergie. Donc c'est un propriétaire d'une maison de 75 mètres carrés qui consomme 8000 kWh pour se chauffer chaque année. Enfin, pour un hiver. Cette énergie est fournie par une chaudière électrique qui fait environ une puissance de 20 kWh. En général, quand on commence à vous parler de puissance et d'énergie, c'est qu'on va vous demander la formule. Effectivement, c'était le cas dans la question 1. Donc on vous demandait l'expression littérale reliant les grandeurs d'énergie et de puissance. En fait, la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Vous pouvez le retenir comme ça vous permet de retrouver la formule très facilement dans votre tête. La puissance, du coup, est égale à l'énergie par unité de temps. Et en mathématiques, en sciences, en physique, par, ça veut dire diviser par unité de temps. Et donc, si jamais vous voulez écrire énergie égale quelque chose, il suffit de passer le T de l'autre côté. Comme c'était une division, ça devient une multiplication. Donc ça, c'était la réponse à la question 1. Donc, les deux étaient valables, parce qu'on vous demandait une expression littérale qui reliait les grandeurs d'énergie et de puissance. Donc elles sont reliées par un facteur temps qui est soit divisé si on transforme la puissance, enfin l'énergie en puissance, qui est multiplié si on transforme une puissance en énergie. À la question 3.2, on vous demandait de calculer le gain énergétique et de montrer qu'il est égal à 800 kWh. Donc il se sympa parce qu'en plus il vous donnait la réponse, il suffisait de vérifier. Donc on a une chaudière électrique d'une puissance de 20 kWh. Donc P égale 20. On vous parle d'un temps dans l'énoncé, du coup, elle a fonctionné 40 heures de moins. Ça veut dire que dans votre formule, le petit t, c'est 40. Et sachant que si on est rigoureux, il faut préciser les unités. Donc c'était 20 kWh et 40 heures. Ça nous arrange bien, kWh, heure, pas de conversion à faire. Parce qu'à la fin, on veut bien obtenir des kWh. On voit bien, même si vous ne connaissiez pas la formule, en se fiant aux unités, que des kilowatts et des heures, pour faire des kilowattheures, il suffit de faire fois. Mais en réalité, c'est tout simplement cette formule-là. Donc E égale P fois T, E égale 20 fois 40
égale 2 fois 4, 8 et 2 zéros. Donc 800 kWh. Donc on a bien montré que le gain est de 800 kWh puisque la chaudière a fonctionné 40 heures de moins et elle a fonctionné 40 heures de moins à puissance de 20 kW, ce qui correspond à 800 kWh d'économie sur la facture. Ensuite, on vous demandait de commenter le résultat obtenu. Donc là, c'est le genre de question où ça peut être intéressant de faire un petit pourcentage pour voir combien est-ce qu'on a économisé sur notre facture. Donc le monsieur, le propriétaire, consommait 8000 kWh pour un hiver. Il en a économisé 800 cette année. Pour obtenir le pourcentage, c'est facile. 800 sur 8000, on voit qu'en fait, ça correspond à 10% de la facture. Ça veut dire qu'il a réduit sa facture de 10%. Donc ça va se chiffrer en euros directement sur ce qui va être prélevé par son fournisseur. Et écologiquement pour la planète, on a économisé 10% d'énergie, ce qui est quand même intéressant. À la question 4, on vous parlait d'un avétage et d'un inconvénient à installer un puits un puits canadien, excusez-moi. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une température idéale dans son logement toute l'année, tout en faisant une économie par rapport à si on utilisait un système de chauffage ou de climatisation. En plus, écologiquement, c'est aussi favorable parce que du coup, par rapport à ce qu'on aurait consommé avec une climatisation ou un chauffage qui fonctionnerait à pleine puissance pour maintenir une température adéquate, on est gagnant. Le gros inconvénient concerne le gaz radon. On a vu que c'était cancérigène. Et comme les cancers, c'est quand même pas très sympa, il faut s'assurer que le système est bien étanche pour éviter que si jamais ce genre d'installation se généralise, on soit confronté à des gros problèmes de santé de notre population. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Quelques-unes, un peu sur l'exercice d'avant, il y en a quelques retards Ah, derrière. je peux revenir. J'ai une question. Après avoir ouvert le pot, on le garde au frais pour empêcher que les spores se développent en cellules vertes et en bactéries pathogènes, c'est ça? En gros, non seulement vos spores risquent de se réactiver parce que oui, on me demande si après avoir ouvert le pot, c'est uniquement les spores qui se redéveloppent. En fait, il n'y a pas uniquement les spores, parce que du moment que vous allez ouvrir votre pot, il y a effectivement peut-être les spores qui vont se réactiver parce que les conditions seront plus favorables, vu qu'on va l'exposer à l'air. Mais surtout, en fait, quand vous allez vous en servir, vous allez prendre une petite cuillère dans votre placard qui contient des micro-organismes. Hop, vous allez en mettre dans la confiture, obligatoirement. À moins que vous désinfectiez vos couverts à l'alcool à 90 avant de vous en servir. Mais normalement, si vous êtes quelqu'un de normal, vous prenez votre cuillère et vous vous en servez. Et du coup, vous rajoutez des micro-organismes. Donc, à partir de ce moment-là, il est plutôt conseillé de la conserver au frais. Sinon, elle va vite devenir bleue, effectivement. Ok. Scorpio, encore une petite question. Pour le temps en symbole, j'ai écrit le temps avec un T majuscule et non minuscule. Est-ce que c'est important? Du moment qu'on comprend que c'est le temps, je pense que c'est pas dramatique. C'est vrai qu'en général, en sciences, on écrit le temps petit t, mais bon, je pense pas que le correcteur en tienne rigueur si on a écrit temps en majuscule. Henri, est-ce que c'est grave si on n'a pas mis en pourcentage la 3.3? Je sais pas si on y est. Non, du moment que vous avez dit que ça représentait un gain significatif sur sa consommation et que ça permettait une réduction et de sa facture, donc du point de vue financier, et une réduction de la facture écologique pour la planète. Ok, et dernière petite question, Sarah qui nous demande, est-ce que c'est grave si j'ai mis environ 10 jours à la question 2 C'est une formule que tu avais mis toi de ton côté? Non, à la question 2, en fait, il s'agissait de lire le graphique. Donc si vous avez mis 10 jours, effectivement, ça risque de poser problème parce que, hop, si j'arrive à le réafficher, là. Si vous avez mis 10 jours, ça veut dire que vous vous situez ici. Ça veut dire que si vous remontez sur le graphique, pouf, ça correspond environ à 100 noyaux. C'est-à-dire que vous avez réduit de 400 à 100. Donc c'est beaucoup plus que la moitié, donc c'est pas vraiment la demi-vie. C'est raté. Oxybul qui nous dit, pour la formule, est-ce que c'est grave si on n'a pas expliqué ce que signifiait P, T et E Oui, en général, quand on donne une formule, c'est quand même important de préciser à quoi correspond chaque lettre. Après, peut-être que ce sera accepté, je ne connais pas les grilles de correction officielles, mais en général, c'est quand même mieux de préciser de quoi on parle. Et enfin, Ardiana qui nous dit P égale E/T
HT, est-ce que c'est juste, enfin E par T, est-ce que c'est juste Oui. Eh bien parfait. Je pense qu'on peut passer à la suite. Merci. Allez, dernière partie, du coup, qu'en général est la plus facile. Hop. Bon, ça, c'était les réponses, mais bon, on en a déjà parlé. Voilà, partie 3, donc, qui parlait de la représentation visuelle concernant le thème. On parlait de la chasse. Donc, on nous explique qu'il y a environ 10 à 22 accidents mortels chaque année dans les parties de chasse. Le sujet, essayait de comprendre comment est-ce que les tenues de chasseurs permettaient de réduire ces accidents. Donc, le premier document, bon là c'est vraiment de la description très brève hein, parce que c'est quand même assez simple. On vous explique qu'on a un bonnet, si on veut rester cohérent dans les couleurs, qui est rouge, enfin orange vif, le gilet qui est orange vif et la veste en dessous qui est verte et le pantalon qui est vert. Donc ça, ce document, vous verrez pourquoi ça sert dans les documents d'après. Le document 2 vous présentez un arbre de phylogénétique, c'est-à-dire un arbre qui caractérise les évolutions des espèces. Ça fonctionne toujours pareil, on a toujours un ancêtre commun à chaque branche. Et en général, une nouvelle branche, ça veut dire apparition d'un nouveau caractère. Bon, là on se concentrait sur le caractère des gènes d'opsine, c'est-à-dire que c'est des molécules qui permettent aux photorécepteurs de capter les couleurs. Donc chaque opsine a une longueur d'onde propre, comme on va le voir dans le document d'après. Et en gros, les individus qui ont 2 opsines sont considérés dichromates et les individus qui en possèdent 3 types sont trichromates. Donc là, je vais vous entourer en vert les dichromates, si on reste. Voilà. Donc dans ce schéma, opsine S plus M, donc ça fait bien 2 opsines. C'est le sanglier. Tchac, on remonte, il n'y a pas de nouveau gène. Pas de nouveau gène, donc le saïmiri aussi n'a que 2 opsines. Hop, on continue à remonter dans l'arbre et là, hop, on voit apparition d'un nouveau gène. C'est l'opsine L. Ça veut dire que tout ce qui se trouve derrière possède cette opsine. Donc ça ne peut plus être des dichromates puisqu'ils ont cela plus cela. C'est-à-dire qu'un arbre phylogénétique se dit comme ça. À chaque fois, c'est un nouveau caractère qui apparaît. Il n'y a aucune raison pour que les caractères d'avant disparaissent puisque c'est un ancêtre commun. C'est pas parce que le macaque avait 4 membres que l'homme qui est plus loin n'a plus 4 membres. Du moment que le caractère est acquis par l'ancêtre commun, normalement, il perdure dans l'espèce. Donc, le macaque, le chimpanzé et l'homme étaient bien trichromates parce qu'ils ont les opsines S, M et L. Alors que le sanglier et le saïmiri ont que les opsines S et M. Hop, sur le dernier document, on vous présente les absorptions des couleurs, enfin en longueur d'onde, qui correspondent donc à des couleurs, hein, sachant que l'œil humain voit à peu près de 400 à 800. Et du coup, chaque opsine participe à sa propre couleur. Avec les 3 opsines, on voit qu'on arrive à couvrir à peu près toute la gamme. C'est pour ça qu'un être humain voit du violet jusqu'au rouge sans trop de soucis. Par contre, pour les individus qui sont dichromates, on voit que par exemple l'opsine M, elle, si on est vers le orange, elle couvre très très mal. Donc, ce qu'il fallait retenir de ce document, c'est que l'opsine S permet d'absorber les violets et les bleus. En gros, hein, on ne vous demandait pas une précision hyper rigoureuse, c'était de voir à peu près où est-ce que ça tombait. L'opsine M, elle permet de voir ce qui est vert-jaune. Hop. Et l'opsine L, elle permet de voir ce qui est orange et rouge. Donc comme ça va vous aider à comprendre après pourquoi est-ce que les chasseurs s'habillent en orange. On en parle tout de suite. À la question 1, vous aviez un petit QCM. Tchac, tchac, tchac. Il ne me semble pas qu'on vous demandait de justification, mais c'est quand même mieux de comprendre. Donc, pour l'item A, tous les primates ne possèdent que 2 types d'opsines différents. Donc là, il fallait regarder sur l'arbre qu'on a décrit 2 diapos avant. Hop. Donc on vous demande si tous les primates ne possèdent que 2 types d'opsines différents. Juste être sûr que c'est bien ça. Il y avait bien ce que.
on vous aurait demandé si tous les primates possédaient deux types d'opsines différents. Ils en possèdent 3, donc ils en possèdent bien au moins 2. Mais là, on vous demandait s'ils en avaient que 2. Sauf que, par exemple, l'humain, qui est un primate, en possède 3. Donc déjà, celle-ci, vous pouviez l'oublier. Question B. Tous les mammifères ne possèdent que 2 types d'opsines différents. Bon, celle-ci, c'est pareil, ça se rapporte à l'arbre du diapo d'avant, qu'on peut rafficher. Même si ça paraît évident, les êtres humains sont des mammifères, et on a bien dit qu'on en possédait 3. Parce que mammifères, c'était tout ça. Et on voit bien qu'il y a le macaque, le chimpanzé et l'homme qui sont trichromates. Hop, donc tous les mammifères ne possèdent que 2 types? Non, parce qu'il y en a 3 qui en possèdent 3 types. L'homme ne possède que l'opsine L. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on acquiert un nouveau caractère qu'on perd forcément les anciens. Donc le sanglier et le saïnieri possédaient les opsines S et M, et l'opsine L vient se rajouter. Ça ne veut pas dire qu'on perd les 2 autres. Donc ils ne possèdent pas que l'opsine L, ils possèdent l'opsine S, M et L. Sinon ça voudrait dire qu'on ne verrait que dans des teintes de rouge et orange, et ce ne serait pas très sympathique. Donc non. Et pour la dernière, du coup, tous les mammifères trichromates sont des primates. Alors dans ce sens-là, c'est vrai. Tous les primates ne sont pas trichromates. Par contre, tous les trichromates, dans notre document, étaient bien des primates. L'homme est trichromate, c'est bien un primate. Le chimpanzé est trichromate, c'est bien un primate. Et le macaque est trichromate, c'est bien un primate. Parce que le groupe des primates, du coup, englobait tout cela. Hop. Donc celle-ci était vraie. Et la question 2, expliquez pourquoi il est important de privilégier la couleur orange dans la tenue de chasseur, ce qui permet de limiter le nombre d'accidents, mais d'éviter d'être repéré par le gibier. Donc on a bien dit que le sanglier, lui, il avait que S et M. Donc il voit des tons de violet, bleu, vert, à la rigueur du jaune. Par contre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le orange qui commence ici, lui, son capteur au sanglier, ça va être ça. Donc il n'y voit pas très bien. L'absorption en pourcent est au maximum de la moitié. Alors que l'être humain, lui, il voit très bien. Parce que pour ce qui est du orange vif, qui vire sur le rouge, pouf, son absorption, elle va être de 85%. Donc en fait, l'être humain voit beaucoup mieux le orange que le sanglier. Donc en portant des tenues orange, on évite de se faire tirer dessus parce que nos collègues nous voient. Et on évite de faire fuir le sanglier parce que lui, il ne nous voit pas très bien. Du coup, c'est une couleur qui est bien adaptée. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y avait d'autres questions. Donc on a fait le tour, sauf si vous en avez. Alors, je regarde un petit peu, il y en avait quelques-unes, je fais un peu le tri. Est-ce que tu peux demander au prof si ma réponse est juste? On demande Nate Gaming, j'ai dit avantage, on fait des économies et inconvénient, c'est un investissement pas à portée de tous les ménages. Je ne sais pas quelle question ça. C'est le commentaire, j'imagine. Oui, donc on me demande si dans les avantages et les inconvénients pour la partie 2, on pouvait dire qu'effectivement ça pouvait faire des économies et que effectivement c'était plutôt écologique, mais que ce n'était pas un investissement qui était à la portée de tous les ménages. Alors c'est peut-être vrai, après c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout dans ce sujet du coût de l'installation. Sachant qu'on ne sait pas s'il y a des aides gouvernementales pour l'installation ou non. Je ne suis pas sûr que c'était très pertinent dans ce contexte. Après, c'est peut-être vrai dans la vie de tous les jours. Très bien. On va voir si on avait mis à peu près 5 jours pour la demi-vie du radon. Est-ce que c'était bon? C'était Alors, à peu près 5 jours, du coup, pour la demi-vie du radon. Donc... le tableau tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est vrai que si vous aviez une règle dans votre sujet, pour moi, c'était quand même difficile de se tromper et de mettre 5 jours parce que il me semble... que vous êtes censé savoir sur un graphique établir l'unité que vaut un petit carreau. Donc c'est-à-dire juste ça là, juste ce trait. Parce que pour 5 petits carreaux, vous avez 10 jours. Donc ça veut dire que pour un petit carreau, vous avez 2 jours. 5 carreaux, 10 jours, un petit carreau, 2 jours. 1 fois 10 divisé par 5, hein. C'est un produit en croix tout bête. Donc dans la mesure où quand vous étiez sur le 200, le schéma était quand même très clair, vous tombiez pile poil sur 4 jours,
Je sais pas, j'ai pas la grille de correction officielle, mais je pense pas que 5 jours soit une réponse correcte. Arthur qui nous dit, est-ce que tu peux rappeler la formule pour la partie 2, s'il te plaît, la formule? La formule pour l'énergie. Ouais. Pour la partie 2, du coup, la formule, si vous avez du mal à la retenir, il faut toujours retenir qu'une puissance, c'est une énergie délivrée pour une unité de temps. Donc, la puissance, c'est une énergie par unité de temps. Donc voilà, souvent en science, faire des phrases, ça aide à retenir les formules. Dans l'autre sens, c'est peut-être moins évident à retenir par une phrase, hein, mais c'est l'énergie égale la puissance fois le temps. Moi, personnellement, j'ai toujours retenu celle-ci. Et après, je retrouve l'autre très facilement en faisant passer le T ici. Pauline qui nous dit, moi j'ai oublié de parler de sucre pour le commentaire, est-ce que c'est grave? Complètement zappé de parler du sucre dans le commentaire. Si vous n'avez pas du tout parlé du sucre dans le commentaire, à mon avis, ça a quand même un impact sur votre note parce qu'il y avait quand même tout un document sur l'activité de l'eau et on vous précisait bien que c'était dû au sucre que l'activité de l'eau était abaissée. Donc à mon avis, c'était quand même une partie de la réponse. Ça ne veut pas dire que tout est faux, ça veut dire qu'il vous manque peut-être un petit bout d'élément de réponse. Alors, Digiscool, pour le commentaire, j'ai parlé de lyophilisation avec la 5e étape de préparation de la confiture du document 1. Et là, je sais que c'est faux. À combien puis-je prétendre sur 8 points? En gros, est-ce qu'il s'est vraiment foiré en disant ça ou Bah, si tout le reste était juste, moi, j'ai pas le barème officiel, mais c'est juste une petite erreur. Après, c'est vrai que je ne sais pas si vous étiez censé savoir ce que c'était que le principe de lyophilisation, mais il me semble quand même que dans vos cours, dans les méthodes de conservation, c'est plus ou moins abordé. Si à la deuxième question du commentaire, on a mis que le frigo c'est bien car il fait froid et c'est obscur, est-ce que c'est bien? Je peux résumer. Alors, si vous avez mis que le frigo c'est bien car il fait froid et que c'est obscur, en soi c'est pas faux parce que ce qui favorise l'oxydation des aliments c'est les rayons lumineux et ce qui favorise le développement des micro-organismes c'est la chaleur, bon pas excessive sinon ça les détruit mais une bonne chaleur bien moite c'est parfait pour la prolifération. Donc effectivement un frigo à l'abri de la lumière et au frais c'est l'idéal pour la conservation une fois que le pot est ouvert. Beaucoup à nous demander est-ce qu'on a le barème, tu sais quand ça arrive le barème Alors en général, ils publient les barèmes, mais je ne sais pas du tout à quelle date. Ça marche. J'ai parlé de confisage dans mon commentaire pour montrer que la confiture comportait peu d'eau. Est-ce que c'est bon? Alors confisage, Quelque chose, ce terme? je ne connais pas ce terme, mais à voir, hein, si la définition dans Larousse correspond avec tout ce que je vous ai raconté avant, peut-être, mais j'avoue que je ne connais pas. Question auquel on a déjà répondu, ben je pense qu'on est bon. Eh ben super, donc j'espère que c'était clair, que vous vous en êtes bien sortis et à bientôt sur DigiSchool.